Bah écoutez, on peut y aller, hein. On peut y aller, hein. Tu peux présenter. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, moi, pour commencer, je vais vous faire une petite lecture euh, sur le principe de mentalisme, justement. Alors, bienvenue sur la plateforme Qui a mon tout. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est une fois de plus une antenne libre où il va y avoir une présentation d'un sujet qu'on a choisi maintenant. Ce sujet va nous accompagner pendant 7 longues semaines parce que nous allons introduire les principes hermétiques, mieux connus sous les principes de Thoth ou bien sous le nom du Kybalion. Donc nous allons pendant 7 semaines, chaque semaine, voir un principe du Kybalion, ou les principes de la philosophie hermétique. Et donc ce soir, le premier principe que nous allons partager, c'est le principe de mentalisme. Nous sommes aujourd'hui nombreux à suivre cette libre antenne ensemble. Donc on va peut-être tout simplement d'abord présenter ce que c'est. Moi-même, ici, je vais l'introduire et puis Bangui, Kilandi, Jason va pouvoir poursuivre et puis vous partager ce qu'il a à vous dire. À côté de moi, j'ai Alan Duke avec qui on a déjà fait quelques présentations aussi sur le Kiamantu, qui va aussi vous donner son avis sur ce principe-là. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire de cet entretien un partage, tout simplement. Vos questions et vos réponses sont vraiment les bienvenues par rapport à ce principe-là. Donc, je vais commencer par vous présenter le principe de mentalisme. Le principe de mentalisme, le tout est esprit, l'univers est mental. Ça, c'est ce qui est dit dans le Kybalion. Ce principe implique cette vérité que tout est esprit. Il explique que le tout, qui est la réalité substantielle, se trouvant dans toutes les manifestations et les apparences extérieures que nous connaissons sous le nom d'univers matériel, phénomène de la, de la vie, matière, énergie, et en un mot, tout ce qui est apparent, à nos sens matériels évidemment, et esprit, lequel en lui-même est inconnaissable et indéfinissable, mais qui peut être considéré et pensé comme un esprit universel, infini, vivant. Il explique encore que le monde ou l'univers phénoménal n'est qu'une simple création mentale du tout sujette aux lois des choses créées, que l'univers considéré dans son entier ou dans ses parties existe dans l'esprit du tout, que c'est dans cet esprit que nous vivons, que nous agissons et que nous sommes nous-mêmes. Ce principe, en établissant la nature mentale de l'univers, explique facilement tous les divers phénomènes mentaux et psychiques qui occupent une si grande place dans l'attention publique et qui, sans explication, ne sont pas compréhensibles et défient toute interprétation scientifique. Comprendre ce grand principe hermétique du mentalisme permet à l'individu de saisir avec facilité les lois de l'univers mental et de les appliquer à son bien-être et à son perfectionnement. L'étudiant hermétique est capable d'appliquer intelligemment les grandes lois mentales au lieu de s'en servir au hasard. En possession de la maîtresse clé, l'étudiant peut ouvrir les innombrables portes du temple mental et psychique du savoir et y pénétrer librement et intelligemment. Ce principe explique la véritable nature de l'énergie, du pouvoir et de la matière, et pourquoi et comment ils sont subordonnés à la maîtrise de l'esprit. Un des vieux maîtres hermétiques a écrit il y a bien longtemps: celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps où elles furent écrites. Sans maîtresse clé, la maîtrise est impossible et l'élève s'en va frapper en vain
aux innombrables portes du temple. Je laisse place maintenant à Mpangi Jason, s'il peut bien prendre la parole pour continuer à nous parler de ces principes du mentalisme. Merci. Matondo, Colombe. Bonsoir à tous, je me représente à nouveau, donc Pangui Kidanji. Merci de participer justement à cette conférence débat sur le principe de l'hermétisme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le sens où, sans cette sagesse, sans ce savoir, nous ne pouvons aller nulle part. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je le répète encore toujours, parce que l'ouverture justement à ces 7 principes hermétiques est une ouverture d'esprit qui permettra justement à l'être humain de pouvoir réascensionner, de pouvoir se libérer, de pouvoir être totalement fusionné avec le tout. Donc ce soir, nous allons parler en fait de l'hermétisme. L'hermétisme, c'est quoi? L'hermétisme, en fait, c'est la science initiée par un personnage mythique, initiée par un être que l'on appelle Hermès. Hermès en grec, qui dérive de Thoth, le dieu égyptien. Comme nous disons, comme nous le savons, nous savons que cette science est dérivée en fait d'une science beaucoup plus ancienne que l'on retrouvait justement dans la région des Grands Lacs, dans la sagesse négro-africaine. Alors, Thoth, ce personnage mythique est considéré comme étant le père de la science et des arts, le père des savoirs en fait scientifiques et supra-scientifiques. C'est donc à travers lui que nous avons pu découvrir et que nous découvrons encore jusqu'à maintenant ce que l'on appelle les principes hermétiques, les principes de Thoth, qui sont en réalité le savoir et la connaissance alchimique. Parler d'alchimie, c'est parler du noir. Noir, pas entendu au sens vulgaire ou commun, mais noir entendu au sens métaphysique. Quoique le noir, tel que nous le connaissons, y participe aussi. Le noir, dans la tradition Congo, pour parler de la tradition Congo, se dit Ndombi. Ndombi. Donc, dans la langue des oiseaux ou dans sa version, on va dire, africaine, Congo, que l'on appelle en fait le Kiyindula, nous avons le Ndo et le Mbi. Ndo qui renvoie à la vibration ascensionnelle et Mbi qui renvoie en fait au feu divin du cosmos, le feu intime. Pourquoi donc que je parle en fait de cette vibration en fait du noir? Pour introduire le premier principe de l'hermétisme. Le premier principe de l'hermétisme qui est le mentalisme. Le mentalisme, c'est quoi? Le mentalisme, c'est la science ou le savoir ou la formule qui dit que tout est esprit, tout est mental, tout est pensée. Mais pensée au sens où il s'agit de quelque chose d'un mental en fait beaucoup plus évolué, beaucoup plus ascensionné. Il s'agit de quelque chose qui vient de la création ultime, du cœur. Parler du mental, c'est parler en réalité du supramental. Voilà pourquoi en fait la science hermétique est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans ces 7 lois hermétiques, nous parlons du supramental. Et ce supramental commence son expression par le principe du mentalisme. Alors le principe du mentalisme dit ceci: tout est esprit, tout est mental. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est esprit veut dire que tout est substantiellement esprit. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, nous-mêmes, tout le cosmos prend sa source
dans l'esprit, prend sa source dans ce que l'on peut développer dans le mouvement. Pourquoi? Parce que l'esprit vient de spire, spirale, qui veut dire mouvement, tournoiement, oscillation harmonique, qui veut dire que le mental, cette réalité substantielle, au fond des choses, est mouvement. Au fond des choses, est une instabilité permanente, déséquilibre permanent, mouvement. Cette réalité, euh, c'est ce que l'on peut dire en fait comme étant le mouvement infini. L'esprit, c'est la respiration. L'esprit, c'est le mouvement. L'esprit, c'est ce qui se caractérise par le noir absolu. Mais ce noir n'est pas quelque chose d'inerte. Ce noir est quelque chose de dynamique. Ce noir est quelque chose de substantiel. Substantiel dans le sens où euh, nous avons affaire à quelque chose d'électromagnétique, quelque chose en mouvement permanent. Quand nous parlons du noir, nous parlons en fait de ce qui donne la vie. Nous parlons en fait de ce qui est originel. Ce n'est plus un secret pour personne, hein, donc maintenant nous avons en sciences, et notamment en physique, la connaissance des trous noirs, la connaissance de la matière noire, cette connaissance qui est connue depuis la plus haute antiquité, hein, parce qu'elle régit en fait tout dans la vie des anciens. Ce noir originel qui est en réalité la réalité substantielle de toute chose. Dans la tradition Congo, pour parler en fait d'alchimie, on parle du feu divin originel que l'on appelle Ntombon-Tété, la lumière noire, le feu noir. Ce feu qui est à l'origine de tout est un feu euh, quasiment invisible, ou quasiment, on pourrait dire, parler de quelque chose en fait d'absolument présent qui, comment je peux dire ça en fait, qui est absolument là. La dernière fois en fait, quand j'avais fait un petit exposé sur Facebook concernant les nombres, j'ai parlé en fait des 9 nombres, la série des 9 nombres, euh, du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, jusqu'au 9. Et avant le 1, il y a ce qu'on appelle le 0. Le 0, que j'ai appelé en fait le Kongolo, rappelle justement ce principe mentalisme, ce principe du mentalisme. Rappelle justement cette réalité substantielle de laquelle tout part. Ce noir, qui est rassemblement en fait des forces pour l'expansion ou pour la création. Donc voilà un peu ce que je peux dire en fait à propos du mentalisme et qui va donner en fait une application très concrète dans la vie de tout un chacun et de tous les jours. Comprendre que le mentalisme, c'est la réalité substantielle, c'est comprendre en fait notre véritable origine. Pourquoi? Parce que le noir est à l'origine de toute chose. Mais ce noir, euh, comme c'est un mouvement absolu, va toujours d'une forme intrinsèque ou impliée vers une forme dépliée, vers quelque chose de manifeste. Ce noir est à l'origine de la création. Ce noir qui va se manifester va donner toute la vie que nous connaissons. Nous le savons maintenant, et c'est plus un secret pour qui que ce soit, que la manifestation du noir va produire les différents métanzas que nous connaissons, qui sont en réalité, si on peut dire ça comme ça, en fait, une sorte de quadrature, une équation quadratique, une équation qui va donner les 4 métanzas, ou de manière un peu beaucoup plus mystérieuse,
euh, les les quatre éléments qui seront la source de tout le cosmos. Alors c'est vrai que là c'est assez abstrait, c'est assez, on va dire peut-être bizarre pour certaines personnes, mais il faut rentrer dans l'abstraction pour connaître en fait et pour appliquer le concret. Donc voilà un peu ce que je peux dire du principe mentaliste. Et quand l'occasion se présentera tout à l'heure, on va essayer un peu de développer et de rentrer un peu plus dans le concret des choses. C'est-à-dire, en fait, tout le monde peut dire, bon, voilà, je parle du mentalisme, des lois hermétiques, mais quel est l'impact, en fait, concret de ces principes dans nos vies? Alors, on peut le voir, hein, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est pour ça que je parle de quelque chose d'extraordinaire, parce que nous sommes vivants. Donc, nous sommes, nous aussi, imprimés de ce mentalisme ou de cette substance noire. Et nous pouvons justement, en connaissance de cause, agir dans nos vies respectives par rapport à ce principe. Donc on va le voir dans la suite de la discussion. Matondo. Matondo, Tanguy, Jason, merci beaucoup pour cette présentation. Et nous allons rentrer justement dans le vif du sujet en parlant vraiment de la vie concrète et comment est-ce qu'on doit le comprendre, ce principe de mentalisme dans la vie de tous les jours. Je me permets de m'adresser ici maintenant à Alan pour lui poser la question, quand on te dit l'univers est mental, qu'est-ce que tu peux, toi, en dire sans connaître et sans rentrer dans ce que on vient de dire, parlant du principe même du mentalisme? Comment toi, tu le comprendrais dans ton monde, dans ton univers, à toi? Eh bien, moi, en ce qui me concerne, puisque je ne suis pas une personne, entre guillemets, initiée par des écoles des mystères au Kybalion et compagnie, comme je suis un autodidacte qui œuvre sur ma personne depuis pratiquement 20 années, il est clair que j'ai bien saisi ce que représente cette source noire, enfin ce qui est noir, ce noir entre guillemets, donc le chem, hein, c'est aussi ça. Donc, puisqu'on va parler d'alchimia et puis des kémites et tout ça, donc il est clair. Voilà, donc je l'explique dans mes partages, dans mes ateliers, dans mes conférences, je l'explique assez d'une manière. Moi, j'aime bien utiliser le mot information, tu sais ça, donc et conscience. Parce que mental, pour moi, j'ai encore plutôt tendance à dire que tout est conscience. Et c'est de l'information, donc tout est là, déjà sous forme d'information, tout est conscience, et c'est le mental humain qui transforme cette partie informationnelle en quelque chose qui va prendre forme, et donc c'est là que tu comprends que le mental, c'est avec avec nos cerveaux qui sont à l'intérieur de nous, vont transformer cette information en forme, puisque l'information, l'information, elle est infinie. Et ça, c'est donc la source, que moi j'appelle la source mère, que bien sûr les personnes qui sont dans la mouvance Kimuntu et les kémites, donc tout ça, on sait bien qu'on parle de la déesse mère, donc Isis, Aset, qui représente ce tout avec ses mamelles, donc symboliquement Isis qui va devenir la déesse Artémis, qui est représentée avec je ne sais pas combien de seins, mais elle a en tout cas beaucoup plus que 2 seins. Mais bien sûr, comme c'est une statue, ils ont dû limiter ces seins à une certaine quantité, mais il faut s'imaginer que ces seins sont infinis, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que chaque entité qui est à l'extérieur, dans la 3D, peut s'abreuver à un sein et une mamelle, donc pour s'abreuver en information. Et c'est une nourriture spirituelle. Et comme disait Jason, le spiritus, d'accord, donc ça fait longtemps que je parle bien aussi de la spirale, hein, donc le mot est aussi inspiration. Il y a aussi le spire qui est caché dans le mot inspiration, donc ce sont nos inspirations qui sont justement pas mentales, elles viennent du cœur, c'est-à-dire toutes ces inspirations que nous pouvons avoir, c'est de l'information qui va rentrer dans notre spiritus, dans notre esprit, et voilà, et donc et tout ça c'est mouvement, donc c'est dans un perpétuel mouvement, mais tout est là. Donc et là j'ai aussi une métaphore ou bien une explication pour un petit peu définir ce que pourrait cette couleur, enfin cette couleur c'est pas une couleur, le noir par rapport au blanc, le noir qui absorbe tout, c'est là qu'on comprend aussi l'histoire du trou noir. Donc.
Il existe, nous, ici, dans notre réalité tridimensionnelle dans laquelle nous expérimentons la vie, nous n'avons accès seulement à une réalité. Mais ça ne veut pas dire que si on voit qu'une seule réalité, qu'il n'en existe pas d'autres parallèlement, et c'est ce qu'on peut appeler des mondes parallèles, des dimensions parallèles, donc tout se joue en même temps. Tous les potentiels, tout se joue en même temps. Et il existe quelques personnes parmi nous qu'on appelle des clairaudients, des clairvoyants. Ce sont des personnes qui ont la capacité de voir un petit peu plus. Mais vraiment, pas beaucoup plus, hein, mais juste, ils vont percevoir des choses, ils vont entendre des choses qui viennent. Bien sûr, après, on parle toujours de phénomènes paranormaux, alors qu'en réalité, on est dans quelque chose qui est très logique, d'une certaine manière, puisqu'ils ont accès à d'autres réalités qui se jouent au même moment. Et alors, pour vous donner une image, et là, le mot, il est bien dit, une image pour comprendre ce que c'est ce noir, vous allez vous imaginer, vous êtes devant une vitre transparente, hein, comme celle qui est derrière nous. On a ici où on voit bien notre lustre qui se reflète dans la vitre. Donc, mais c'est pour dire, imaginez que vous êtes devant une vitre transparente et vous avez un feutre noir. Et avec ce feutre, vous allez dessiner un décor, un paysage. Bien sûr, en laissant des blancs, hein, donc on va dessiner un paysage. Ensuite, je prends une deuxième vitre. Je fais la même chose, mais au lieu de dessiner le même décor, je dessine quelque chose de complètement différent. Avant, j'avais par exemple dessiné une forêt. Maintenant, je vais dessiner une ville. Voilà. Et ça, je le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc, à l'infini. Il est clair que si on est conscient qu'il existe des potentiels infinis, on pourrait dessiner des images à l'infini aussi. Donc, chaque image que je vais regarder individuellement va représenter une réalité, mais comme tout se joue en même temps, donc il ne faut pas les regarder séparément, il faut les regarder comme s'ils ne formaient qu'une seule image. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je glisse mes vitres une sur l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Là où il y avait des blancs, il y a des noirs qui vont s'ajouter et automatiquement, je vais me retrouver devant un écran noir. Donc, et ça, c'est le tout. C'est-à-dire, c'est de l'information, c'est-à-dire, tout est là en même temps devant moi, mais c'est noir, puisque rien n'est séparé, tout est dans une grande soupe quantique, entre guillemets. Ça, c'est de l'information, c'est-à-dire l'information, elle est là, elle est autour de nous. Tout est mental, c'est vrai, même quand on parle d'émotions, de sensations, de ressentir les choses, les personnes pensent qu'il n'y a pas de mental là derrière, alors que pour moi, c'est complètement faux. Des personnes sensibles, d'ailleurs, on dit même sentimentales. Donc, quand on est sensible, il y a des sentiments qui se mettent mais sentimentales, c'est-à-dire, quand on ressent les choses, c'est de l'information qu'on capte. On ressent quand même, ça reste de l'information. Et après, ça peut rester sous l'état d'information non conscientisée, mais si j'utilise mon mental, là, ça devient de l'information. Et les personnes, il y a des gens hypersensibles, ils captent tellement d'informations qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots, des valeurs, des images, enfin, sur ce qu'ils ressentent. Donc, ça reste dans le sens ressenti, mais ça reste quand même de l'information. Donc, ça veut dire, ça reste quand même quelque chose qu'on peut mentaliser. Ouais, et donc, voilà en gros ce que je voulais dire, l'histoire de la source mère. Donc, elle représente, comme je le dis souvent, la source mère, c'est justement le sujet de la soirée, c'est-à-dire c'est ce champ d'information informationnelle illimité, donc sans limite bien sûr, qui est infini, mais aussi infini, tout est déjà là. Et ça, c'est donc pour moi ce noir qui contient tout, mais qu'on ne peut pas voir, puisque c'est dans l'informationnel. Et le mot informe veut bien dire ça n'a pas de forme, mais en même temps, il nous informe. Et ici, on est dans le monde des formes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme on vient de l'entendre, c'est quand on parle du mentalisme, on parle bien de tout ce qu'on peut mentaliser et de tout ce qu'on peut manifester. Parce que quand on parle de mentalisme, on parle bien le tout est mental, tout est à la portée de notre mental. C'est-à-dire que nous qui sommes dans le Kimonto pour la plupart d'entre nous, nous avons cette capacité aujourd'hui de pouvoir comprendre l'univers. Et quand on dit le mot comprendre, c'est comme prendre, c'est-à-dire prendre avec.
C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre et de prendre avec toutes les informations, comme Alan vient d'expliquer, avec les centaines de vitres qu'on peut à chacun séparément dessiner une réalité en le superposant. On voit que tout est déjà là, tout est dans ce noir-là. Et quand on parle d'alchimie, d'alchimie, on comprend que l'œuvre noire est celui qui commence tout et c'est celui aussi qui termine tout. Puisque quand on parle de ce signe dans lequel on rentre, de ce vortex dans lequel on rentre, c'est de comprendre que dans cette source mère, tout est compris dedans. Et que nous avons ici à d'abord, avant tout, de comprendre notre vie avant de vouloir, je sais pas moi, vouloir aider qui que ce soit d'autre de ce qu'on veut vivre, des choses comme ça. C'est de comprendre que notre existence, c'est d'abord de comprendre chaque étape de notre existence afin de manifester autour de nous tout ce qu'il y a, tous les champs des possibles, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle comprend que tout se passe en même temps, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, tout est compris en un seul point, et c'est cette source mère. Mais par contre, soyons conscients de là où, à partir de là où nous sommes, que cette source nous informe à tout moment et que nous sommes capables de manifester toutes les informations possibles et imaginables. On peut, c'est ça le problème. On peut, mais pour beaucoup de personnes, apparemment, ils laissent justement pas cette information qui vient vers eux. Ils l'écoutent pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que dès la naissance, au moment de la naissance, c'est là que naissent les sens, bien sûr. Donc les sens qui sont le toucher, l'odorat, enfin tous ces sens que nous possédons. Au moment de la naissance, nous sommes encore connectés. Un enfant est plus connecté à la source mère qu'un adulte qui est complètement emprisonné dans son mental. Et ça, c'est ce mental qui est la prison, c'est-à-dire qui représente seulement un champ d'information auquel il va avoir accès et qui va définir sa réalité. L'enfant, donc, qui vient de sortir d'un corps féminin, qui était connecté à un cordon ombilical, non seulement il était connecté à une femme, mais aussi sa conscience était connectée à la source mère. C'est pour ça aussi que l'enfant fonctionne encore un petit peu comme un animal. Il est dans l'instinct, et comme par hasard, le mot instinct ressemble étrangement à instant. Donc, il sait exactement, de par son instinct, dans l'instant, ce qu'il doit faire pour survivre, etc. On lui présente le sein de sa maman. Il n'a pas suivi un cours, comment est-ce que je dois faire avec ma bouche pour avoir ce lait dont j'ai besoin pour survivre. Il le sait. C'est son instinct qui lui dicte comment survivre. Et donc, après, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va lui inculquer de l'information qu'il va mémoriser. Et là, il y a des personnes qui, hélas, vivent une vie uniquement en se basant sur cette information-là. C'est-à-dire, quand ils ont des inspirations, on disait inspire, d'accord ? D'où vient cette inspiration ? D'où vient cette nourriture, cette information ? Au lieu de suivre l'inspiration, non, ils disent non, je connais pas ça, je l'ai pas appris dans un livre d'histoire ou un truc comme ça. Donc, j'oublie ce que je viens de canaliser comme information et je vais me fier encore une fois à mon mental qui est dans ces règles, voilà, définies. Et c'est ça justement pour faire ce que tu viens de dire par rapport on peut, mais il faut aussi avoir compris qu'il faut donc d'abord œuvrer sur soi pour lâcher un petit peu cette partie mentale qui veut tout contrôler d'une certaine manière, et c'est de reprendre confiance de nouveau, parce que comme venait de dire Colombe, elle a fait une petite erreur en disant il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, mais le présent. Le présent. Oui, mais c'est que des présents. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du présent, là, à l'instant, il est déjà passé. Ouais. Mais bon, c'est ça, pour moi, le pas présent, c'est-à-dire, c'est justement cette partie de vie qui est tout le temps là. C'est toujours le présent, donc c'est toujours l'instant, le moment, voilà. Donc, et justement, plus on est présent dans sa vie, plus on va se reconnecter à la source mère, parce que toute l'information qu'on reçoit d'elle, ben, c'est au présent. Rien ne se fait dans le passé, et encore moins parce que aller chercher de l'information dans le passé veut dire qu'on va vraiment chercher de l'information dans notre mémoire. C'est-à-dire des choses qu'on a une fois enregistrées dans notre conscience. Après, le futur, ce sont des projections.
Voilà. Alors que le présent, ce sont les inspirations. C'est l'instinct, c'est l'instant. Et donc, comme je le dis souvent, il faut être dans l'instant pour savoir accueillir les présents du présent. Donc, tout se joue ici et maintenant. Et là, on comprend encore une fois l'image que j'avais expliquée avec la déesse Artémis, qui est Isis. Donc, elle a des seins, elle en a plein, donc elle nourrit. Mais c'est pas une nourriture, bien sûr, physique, c'est une nourriture spirituelle, donc d'esprit. C'est l'information qui peut venir à nous. Et puis, si on est dans le cœur, si on est on a fait l'œuvre, le grand œuvre alchimie sur sa personne, en suivant ses inspirations, normalement, on est toujours bien guidé, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la loi d'abondance. Aussi. Parce que la vie, c'est le mouvement, comme dit Jason, et le mouvement, c'est de l'évolution, c'est un mouvement constant. Alors que la mémoire, quand on est dans la mémoire, là, on est plutôt dans la version du père, dans la perversion. Donc, c'est une répétition de choses qui ont été déjà faites une fois, qui sont répétées. C'est une répétition. Alors que quand on est dans la partie noire, là, on n'est plus dans la version du père, on est dans la version de la mère, et là, on comprend qu'on est dans l'éphémère. Et l'éphémère, c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps, qui est du mouvement constant. Il n'y a rien qui se fige. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout à fait. Oui, il faut savoir sortir des récurrences. Et une fois qu'on comprend les récurrences, comment ça fonctionne, nous devenons non pas créateurs, mais nous comprenons que tout est là autour de nous et que nous n'avons plus qu'à être tout simplement ce canal qui laisse passer la lumière, qui laisse, on devient un fêlé. Lourd. On laisse passer lourd. Lourd. C'est là où l'âme rentre dans la lumière réellement et qu'on rentre dans l'amour véritable et qu'on se rend compte que tout est amour, puisque de toute façon tout est lumière autour de nous et que chaque instant, chaque personne que nous rencontrons, chaque obstacle même que nous passons n'est fait que pour nous envoyer notre propre lumière autour de nous et de comprendre comment fonctionne cet univers justement qui est mental. Parce que c'est grâce à ce mental que nous allons pouvoir manifester cette lumière-là et cet amour-là, justement. Et cet univers mental ne demande qu'une chose, qu'à nous inspirer et à vivre réellement notre propre existence, puisque cette existence est éphémère, puisqu'elle est en mouvement, et ne pas la figer pour ne pas partir, puisque nous savons que nos ancêtres, nos bapous, nous ont enseigné que la mort n'est qu'une étape, donc ce n'est qu'une manifestation d'une autre réalité dans laquelle nous allons rentrer. Ce n'est pas une fatalité. La vie n'est qu'un passage. Nous sommes là pour faire des pas sages, c'est-à-dire de devenir des vrais sages. Mais quand on dit sage, c'est pas dans le sens de devenir sage comme une image, comme on dit, rester figé et de ne plus bouger. Ça, c'est le propre du minéral. Ça, c'est sa propre sagesse. Les pierres sont très sages. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît leur capacité à rentrer dans la lumière. Parce que quand on voit les pierres précieuses, comment est-ce qu'elles fonctionnent, l'âme or est un passage. Merci beaucoup, Nina. Si tu veux prendre la parole, vas-y. Jason qui vient de dire que tu viens d'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans la vie de tous les jours, mais j'ai pas vraiment bien compris comment tu peux l'utiliser en fait. Quand tu as commencé, tu essaies de dire d'expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser ce principe-là. Tu peux un peu expliquer un peu plus le charbon. Comment dire, terre à terre, parce que moi je suis un peu terre à terre. Même du monde végétal en passant par le Alors pour reprendre l'exemple mathématique, c'est comme si nous étions un cercle avec un centre. Donc nous sommes le centre. Nous amène du noir et ce point lumière, et de cette lumière, qui est le centre qu'est-ce qu'on en fait a la capacité en fait de se projeter dans toutes les directions possibles qui est là, sur un cercle. En nous. Oui. Il a la capacité d'être partout et nulle part en même temps. Nulle part si c'est lui-même en fait le centre, et partout en même temps s'il incarne tous les points du centre. Tous les points du cercle, pardon. Le cercle, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement parlant? Ça veut dire que
nous sommes à l'image, comme on dit dans la tradition chrétienne, nous sommes à l'image du Père. Donc ça veut dire que nous avons les mêmes capacités que Dieu, si on peut dire ça littéralement. Et concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, dans la vie de tous les jours, amener toutes ces potentialités que nous avons en nous à l'existence, grâce à diverses techniques de méditation, tout ça et tout. Si par exemple, nous avons concrètement, je sais pas moi, nous voulons atteindre un objectif, ou nous voulons réaliser quelque chose, ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes partout et nulle part en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif que nous avons à atteindre, ce que nous voulons faire dans notre vie, n'importe quel projet, hein, ce projet est déjà là, existant en nous. C'est-à-dire que nous devons nous faire confiance sans tenir compte des moyens ou des circonstances ou de n'importe quelle chose pour atteindre en fait nos objectifs et nos buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une certaine forme en fait d'alignement qui doit venir en nous pour pouvoir aller vers une polarité de nous-mêmes. Bon, on parle de la polarité, mais bon, c'est un peu lié au mentalisme. C'est vrai que c'est un peu dur de parler sans ça. Mais disant en fait que nous voulons aller vers une version de nous-mêmes. C'est comme si en fait nous étions au centre dans un cercle et nous voulons aller vers un point qui est sur le cercle. Donc nous devons tracer un rayon pour joindre notre propre centre, c'est-à-dire notre divinité, et cette version de nous-mêmes que nous voulons atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Si je peux conclure, ce que je viens de dire, c'est que pour appliquer ce principe-là, il faut, voilà, je vais répéter dans mes mots, hein. Avec l'exemple du projet, si tu as un projet pour l'atteindre, tu dois d'abord il est déjà là dans l'esprit ou dans la vision. Tu dois le conscientiser. Tu dois le conscientiser, voilà, avec des techniques de méditation, quelque chose comme ça, l'amener à la vie et voilà, et tracer ton rayon, quoi, c'est ça. Genre, te lancer dedans tout simplement sans se poser de questions, voilà, parce que tu sais qu'il est déjà là. C'est ça. Il faut capter la vibration de ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que tout est vibration. Et la vibration ultime, c'est nous. Donc il faut descendre, si on peut dire ça comme ça, en fait, à la vibration de l'objet que l'on veut atteindre. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire travailler. Travailler pour pouvoir l'avoir, mais travailler consciemment. Travailler consciemment, c'est respecter en fait, respecter ta nature, respecter ce que tu es. Parce qu'on peut travailler, on peut se dire, bon voilà, j'ai essayé d'avoir quelque chose, tout ça et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne fonctionne pas parce que justement, on ne connaît pas les lois universelles qui nous permettent d'arriver là où on veut arriver. Parce que pour pouvoir, par exemple, je sais pas moi, devenir ce que l'on veut devenir, on doit partir du principe justement qu'on est tout, mais ce tout, comme on le sait très bien en fait, ne manifeste rien. Il faut donc le faire rentrer dans un rythme. Ça aussi c'est un autre principe hermétique hein, qu'on va voir dans la suite des événements. Il faut que nous puissions rentrer dans une rythmique, comme une équation mathématique, dans une oscillation en fait, une sorte de va-et-vient entre nous, c'est-à-dire notre divinité et ce que l'on veut, l'objet de nos attentes. Donc faire un travail qui va consister en fait à vivre l'expérience de ce que l'on veut. Est-ce que c'est un peu clair en fait ce que je dis ou c'est un peu confus? Non, ça va, ouais, j'ai compris. On doit faire un travail, tout simplement. Quand par exemple, on veut atteindre un objectif, ce qu'il faut en fait, c'est conscientiser les choses. Et pour conscientiser l'objet que l'on veut, ben, il faut le comprendre. Il faut comprendre en fait ce que ça représente pour nous. Il faut comprendre en fait ce que ça représente pour ce que l'objet est en lui-même.
Et c'est ce qui nous permet en fait de nous abaisser ou de vibrer à la fréquence de l'objet en fait que l'on veut atteindre. Ah, il faut à chaque fois descendre la fréquence de la chose. Bah, on descend systématiquement. Enfin, je veux dire vibrer à chaque fois. Excuse-moi, tu disais? Oui, c'est ça. Il faut vibrer en fait à la fréquence de l'objet. Exemple, nous sommes sur un projet. Nous voulons en fait que ce projet en fait puisse prendre vie, puisse être vivant. Et ben, il faut respecter en fait les lois en fait qui conditionnent cette vie. Donc, il faut rythmer justement. Il faut donner des bases. Il faut rythmer en fait ces bases de telle façon à ce que ce projet en fait il puisse vivre. C'est ce que l'on fait d'habitude. Par exemple, quand on va construire une maison, on va se lancer dans un projet informatique, ou alors on va essayer d'acquérir certains savoirs, certaines connaissances. Il faut que ces connaissances, en fait, elles puissent résonner en nous. Donc, il faut qu'il y ait ce phénomène de vibration. Il faut qu'il y ait cette correspondance. Il faut qu'il y ait cette polarité. Il faut qu'il y ait ce rythme. Il faut qu'il y ait ce magnétisme, ce genre, qui puisse s'exprimer, cette causalité. Sinon, les choses ne peuvent pas avoir l'existence. Donc, il faut s'inscrire, quelque part, il faut s'inscrire dans la logique, en fait, de ce que l'on veut. Et cette logique, elle est vibratoire. Cette logique est une correspondance. En fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on a l'habitude de faire quand, par exemple, on va atteindre un objet, mais cette fois-ci, on le fait consciemment. On construit par rapport à ces lois hermétiques qui régissent le monde. C'est exactement, en fait, ce que font, par exemple, tous les financiers. Les financiers, pour avoir de l'argent, ils savent qu'il faut investir. Mais investir, c'est quoi? Investir, c'est respecter en fait le principe du donner et du recevoir. On donne pour avoir un retour sur investissement. Et personne ne peut raisonnablement faire un projet et devenir riche s'il ignore en fait tout du cosmos et de l'univers. Quand par exemple une personne par exemple qui est agriculteur, l'agriculture c'est de l'alchimie. Quand on parle d'agriculture, on parle en fait de transmutation alchimique. On va semer des graines pour avoir une plante, un arbre, pour récolter des fruits, du blé, tout ce genre de choses-là. Ouais. Et on le voit bien même... Oui ? Vas-y. Non, on le voit très bien en fait, par exemple, dans la causalité. Toute cause produit un effet. On le voit bien, genre par exemple dans certains textes même qu'on retrouve dans les écritures sacrées. Quand par exemple en fait Jésus il dit le grain s'il est tout seul, il est mort. Il ne peut porter du fruit. Par contre s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grain qui est nous-mêmes en réalité doit rentrer en putréfaction. Et de cette putréfaction va jaillir la vie. Mais la putréfaction, en fait, c'est quoi? La putréfaction, c'est cette capacité, en fait, que nous avons à mourir, à se donner, à produire quelque chose. Quand nous produisons quelque chose, nous mourons quelque part, en fait. Mais cette mort va se transmuter dans l'objet, en fait, que nous voulons avoir. L'artiste qui va produire va mettre toute son énergie, toute son âme, toute sa capacité, toute sa force. Le forgeron qui va produire en fait, qui va produire des armes. Le scientifique qui va réfléchir, qui va mettre au point en fait des équations. Les exemples en fait sont nombreux. Le travail en soi est quelque chose de divin. Pourquoi? Parce que le travail, c'est justement la mort, on va dire entre guillemets, de cette conscience. Et c'est une mort au sens où elle va produire une certaine renaissance de l'individu, de quelqu'un. Si par exemple on va approcher une compétition sportive, on peut pas rester là à se croiser les bras et se dire que voilà tout va nous tomber du ciel. Non, il faut travailler. Il faut travailler justement à ce que l'on travaille véritablement, c'est quoi? C'est notre conscience. Il faut forger sa conscience. Il faut la rendre en fait aiguisée. Et cet aiguisement en fait va donner en fait le corps physiquement que nous aurons pour pouvoir arriver à gagner en fait telle ou telle compétition. Et c'est pareil en fait dans n'importe quelle chose. Donc voilà un peu si je peux illustrer le propos.
Ouais, du coup, c'est un peu logique à la fin quand tu t'entends expliquer ça. C'est les choses qu'on fait normalement, non? Quand tu veux faire atteindre quelque chose, tu dois travailler, tu dois mettre de l'effort. Oui, et mettre de l'effort consciemment. Consciemment en fait, maintenant, d'accord. En fait, en disant consciemment, pourquoi? Parce que la plupart du temps, on peut rentrer dans une certaine forme de polarité, c'est-à-dire que on peut très bien travailler et ne pas avoir des effets. Oui. Et travailler sans... Oui. Non, ben, je voulais juste dire un truc par rapport à... Parce que c'est, on va dire un petit peu, je peux dire à Nina aussi, il y a 2 films au cinéma très intéressants. On sait bien combien Hollywood, hein, le monde magique du cinéma nous informe. Donc, il y a 2 films très intéressants par rapport à ce sujet. Le premier, on va dire, c'est Forrest Gump. D'accord? Donc, Forrest Gump, c'est un gars, il n'est pas forcément une grande lumière mentale, entre guillemets, mais tout lui réussit. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut comprendre à un moment donné. Donc, après, il faut se poser aussi la question, est-ce que le vrai but, est-ce que c'est de réaliser des choses que notre ego veut, ou bien est-ce que c'est de suivre ce qui est notre chemin? Déjà, pour commencer, parce que Forrest Gump, on ne peut pas dire qu'il a mentalisé, que c'est son ego qui a choisi de devenir un champion de ping-pong, de devenir millionnaire en allant pêcher des crevettes, des shrimps et tout ça. Donc, il n'a rien fait d'autre que de suivre le hasard qui lui a offert sur un plateau en or l'abondance. Et lâcher prise dans bien dit. Et puis, en plus, il faut voir aussi que dans ce film, son amie, qui est incarnée par comment s'appelle Robin Wright, elle est une révolutionnaire, elle veut changer le monde et puis tout s'écroule autour d'elle. Donc elle va même mourir assez rapidement et puis même qu'elle va lui laisser un petit cadeau, c'est-à-dire un enfant qu'ils avaient fait ensemble et tout ça. Mais en tout cas, ce film Forrest Gump, c'est le film qui nous explique d'une certaine manière la loi d'abondance. Et un autre film, bien sûr, que j'utilise souvent dans mes conférences, et tout ça, c'est bien sûr Indiana Jones, le numéro 3, donc le 3e Indiana Jones, la quête du Saint Graal. Et là, il nous donne, et c'est là où je vais pouvoir donner à Nina quand même les 4, parce qu'il y a 3, même Colombe, elle parlait, quand on parle de mort, on parle de trépas. On parlait de passage, on va faire des passages, mais là, on va faire un trépassage. On va faire 3 passages pour accéder à quelque chose de particulier. Et donc, parce que le hasard veut que dans Indiana Jones, justement, Indy fait 3 pas pour accéder au Saint Graal. Et il y a 3 étapes donc dans le film. La première, il est dit que le pénitent, il est humble devant le souffle de Dieu. Donc il y a déjà des personnes qui ont essayé de traverser une sorte de tunnel. Et ils ont pas eu le réflexe de baisser la tête au moment où ils sentaient un vent souffler. Ils ont eu la tête tranchée. Et symboliquement, la tête coupée, on sait bien qu'il y a un personnage dans la Bible qui a eu la tête coupée, et pas n'importe qui, c'est Jean Thoth. Puisque Jean-Baptiste, c'est le dieu Thoth. Donc, on comprend. Ben oui, c'est logique, c'est un peu, mais c'est le mental. Donc, symboliquement, le fait de couper la tête, mais d'abord, il faut dire que, imagine, Nina, tu as un projet. Donc, tu as une idée en tête, et tu lances le truc. C'est-à-dire, tu dis, je voudrais réussir ça, entre guillemets. Bon. Mais à partir de là, mais c'est tout ce que tu dois faire. Donc, tu as simplement balancé dans le quantique, entre guillemets, comme disait avant Jason avec théocentre de ce cercle, eh bien, tu pourrais même encore imaginer une bulle, un théocentre d'une bulle, et là, alors c'est encore pire que le cercle, puisque le cercle est tout des petites lignes qui vont vers l'anneau, entre guillemets, et quand tu es dans une bulle, je ne te dis pas les potentiels que tu as là. Donc, quand tu es dans une bulle, une sphère. Mais ça revient au même principe. Et donc, tu envoies donc ton projet, mais après, il va falloir comprendre que dans Indiana Jones, il y a 3 choses qu'il faut faire. Et après, même un petit bonus derrière. D'accord? Donc, 3 plus 1. Donc, première chose, c'est-à-dire couper le mental. Parce que justement, si tu veux accéder à ce que tu as projeté, c'est pas ton mental qui va trouver. Et je parle bien du mental qui a acquis de l'information. Quand moi je parle de mental, c'est surtout notre mémoire. Donc, à partir du moment où tu viens au monde, tu vas acquérir des connaissances, tu vas apprendre des choses dans des livres, des émissions et tout ça. Et ça, c'est de la mémoire. Et c'est pas là-dedans que tu vas forcément trouver la solution, parce que ça représente ça de possibilités. Alors que quand tu es dans le supramental, entre guillemets, là, tu vas accéder
un potentiel de probabilité infini pour accéder à ce que tu as projeté. Donc d'abord, tu vas couper ce mental, tu vas pas aller chercher forcément la solution dans le mental. Enfin, tu vas pas chercher la solution dans tes mémoires ni dans tes peurs. Voilà, mais c'est surtout dans les... Après, parce que la deuxième étape, c'est-à-dire là, on vient faire le premier pas, on va couper cette partie-là, parce que c'est pas là que tu vas forcément trouver la solution. Le deuxième pas que fait Indiana Jones, il doit marcher sur les lettres de Dieu. Et là, tu vois au sol, comme un puzzle, tu vois des lettres d'alphabet, et donc le nom de Dieu dans la Torah, enfin dans les textes hébraïques, c'est Yahvé. Et lui, d'abord, il marche sur la lettre J. Comme le puzzle, il s'effondre sous ses pieds, il dit « Ah, je suis bête, Yahvé, ça commence par la lettre I. » Et là, il marche sur la lettre I, et puis là, le sol, il tient, et après, il doit aller accéder à la prochaine lettre qui n'est pas forcément juste à côté. Donc, tu vois bien que Indiana Jones, il doit sauter d'une lettre à l'autre pour accéder à la troisième épreuve. Ça, c'est pour dire que dans la vie, quand tu mets un projet en route, tu vas peut-être rencontrer autour de toi des gens qui vont t'amener à ce projet. Donc, il faut toujours être attentif. C'est-à-dire que ta projection, elle est là, mais parfois, tu y arrives par des moyens que tu n'aurais pas du tout calculé. Donc, il faut savoir aussi suivre les signes qui sont là devant toi, en fait. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités ou le hasard. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc là, tu comprends que tu vas devoir faire attention à tout ce qui se passe, et c'est là que tous tes sens sont toujours en éveil. Ça peut être même un son, ça peut être la radio qui te dit une information, ça peut être n'importe où. Donc, à travers tous tes sens, l'information peut venir. Donc, tu vas suivre les signes, le hasard de la vie qui n'existe pas. Ensuite, donc une fois que tu as compris que c'est pas forcément à travers ce mental que tu vas trouver la solution, que tu dois faire attention, comme dirait le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, d'être aware, de bien capter l'information autour de toi. Tu sais que je peux pas voilà, je vais surciter le grand philosophe belge, donc il faut être aware, et là tu vas arriver à la troisième épreuve, et c'est en gros, parfois même la plus dure, c'est que Indiana Jones, il se trouve dans le film à un moment donné, devant un fossé, sans fond, et il doit marcher, et il voit pas le pont. Et ça, c'est ce qu'on appelle marcher dans le vide. C'est-à-dire que tu ne vois pas forcément la solution directement. C'est-à-dire, donc ça te demande, en gros, ça veut dire la foi. Mais pas en Dieu, pas en ça, en toi, en ton pouvoir de créateur, donc en ce que tu fais, avoir une foi inébranlable en ce que tu fais. Et là, tu marches, et là, comme par hasard, le pont se construit sous tes pas, devant toi. Parce que l'ego, le mental, lui, il veut bien marcher, mais le pont, il doit déjà être préconstruit. Alors là, il va y aller. Alors qu'en fait, la loi d'abondance, c'est de marcher. Limite, tu te dis, mais si je continue à marcher, je vais me manger le mur, et le mur disparaît devant toi. Parce que tu sais que c'est comme ça, tu suis les signes, tu es confiant, la confiance absolue, la foi, et là, tu réussis le troisième pas. Et alors, dans Indiana Jones, parce que c'était ça, les trois pas, mais étrangement, dans le film, ils nous disent, ah, tiens, on fait un quatrième. Une fois qu'il rentre dans la crypte, Indiana Jones, eh ben, il n'y a pas un seul Graal, parce qu'on est en train de parler du Saint Graal, cette coupe qui se remplit en abondance. Donc, le Graal, il rentre dans cette crypte, et il y a plein de Saint Graal, il doit faire le bon choix. Et là, d'abord, il y a une femme archéologue qui va faire le mauvais choix, justement, et là, il y a quelqu'un qui va boire de ce Graal, il va en mourir, parce que c'était pas le bon choix. Et Indiana Jones, lui, il va dire, parce qu'elle avait choisi un Graal en or, avec des pierres précieuses et tout ça, donc voilà. Et Indiana Jones, à un moment, il dit, mais non, voyons, le Christ, c'était le fils d'un charpentier, ça pouvait pas être un Graal riche, donc, et lui, il va choisir le calife le plus humble qui était dans cette table. Et là, il y a un templier qui est à côté, il dit, choix judicieux. Et donc, la quatrième clé, c'est de comprendre que l'approche que tu vas avoir, normalement, ça doit se faire simplement. Rester simple. Ah tiens, allez. Donc, je suis là. Voilà, ben, on ne te voyait pas. Donc, c'est-à-dire, ça doit se faire d'une manière... Donc, il faut rester dans la simplicité. La simplicité, tout se fait simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance, normalement. Si tu commences à voir qu'il y a quelque chose qui ne se débloque pas, c'est que c'est le mental qui veut forcer les choses. Normalement, la loi d'abondance, c'est quelque chose qui fait en toute simplicité. On est d'accord pour dire que là, on parle d'une montre suisse avec des engrenages qui sont
parfait, et il n'y a pas de grain de sable là-dedans qui va gripper. Le truc, c'est quelque chose qui doit aller fluide, d'une manière fluide, donc la simplicité, et si tu écoutes bien le mot simplicité, simple, ici, tu es. Tout se joue encore une fois ici et maintenant, puisque les synchronicités viennent aussi toujours dans l'instant. Tu peux pas avoir des synchronicités dans ta mémoire ou bien dans un futur qui n'existe pas. Ça se joue toujours ici et maintenant. Donc c'est là, à un moment donné, quand et je vais dire même que ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas même pouvoir courir sur ce pont qui se construit sous tes pas, c'est la foi. Parce qu'une fois que tu as foi en toi, en ce que tu fais, que tu es dans la voie du cœur, que ton projet il est noble, parce que le chevalier sage, le chevalier, comment on va dire, qui est juste, qui est droit, ben lui, il peut marcher dans le vide. Il faut voir cette image aussi. Hein. Cette image dans Indiana Jones, on voit une image où il y a un chevalier, un templier comme ça, un chevalier qui marche dans le vide, il se dirige vers le Saint Graal, et il y en a des autres qui sont tombés. Parce qu'ils n'étaient pas justes, ils n'étaient pas alignés ils n'étaient pas justes dans leur alignement, et donc eux, ils ont chuté. Alors que celui qui est droit, comme le roi Arthur, bien sûr, on prend après toute la légende de l'épée Excalibur, c'était Jason qui parlait de forge et de rectitude. Voilà, quand on est droit à l'intérieur de soi, quand on est en train de forger sa personnalité, on est en train de travailler, de œuvrer sur la lame. Là, c'est là que se trouve l'âme. Plus je vais être droit à l'intérieur de moi, plus je vais être tranchant, c'est-à-dire je vais pouvoir vraiment trouver le bel équilibre dans mon raisonnement, et aussi la pointe de la lame, bien sûr, ça va me permettre de percer et de voir au-delà, percevoir. Donc le roi Arthur, qui est un bon roi, donc qui était juste, il est le seul, et là je fais encore une fois des liens avec les chevaliers, puisque ça c'est vraiment tout mon univers à moi, donc le côté chevaleresque qui est la continuité de toute manière de toute la mythologie des Kémites, en fait, puisque moi j'ai aussi découvert, justement, j'ai fait les concordances entre les différents personnages qu'on prend maintenant les dieux kémites, donc Thoth, Anubis, Maat, etc., qui vont devenir les archanges, et qui sont probablement aussi des chevaliers de la table ronde, donc qu'on retrouve dans la légende du roi Arthur. Donc on comprend à un moment donné toutes ces légendes. Donc première chose, le mental, lui il est seulement là pour observer et analyser les choses, pour constater ce qu'il y a. Et quand on parle de ce mental, en fait, on parle une fois de plus de la mémoire. Oui. Tout ce qu'on a pu mémoriser en nous, ce sont les peurs aussi, hein, tous les doutes, et toutes les choses qui font que c'est l'éducation parfois qu'on a eue aussi, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous freinent. Donc c'est-à-dire qu'il faut couper ça. C'est-à-dire que ce mental qu'on veut, quand on parle ici du principe de mentalisme, c'est celui qui nous permet de rentrer dans ce supramental, justement, d'oser se dire tout est déjà là. C'est comme ce que je te disais la dernière fois en rigolant, à la fin d'un Zoom, j'arrivais pas à retrouver la vidéo, et je me suis dit, tiens, je vais me connecter à Nina, puisque c'est elle, Madame Technologie, et qui me permet de faire ce que je fais. Et ben, le fait d'avoir lâché prise, comme l'a dit Paggy bien dit, d'avoir lâché prise et de m'être permis de rentrer dans ce tout, et ben, l'information est venue à moi sans que je n'ai à chercher trop loin. Donc, c'est ce mental-là dans lequel il faut rentrer, c'est dans cette lumière-là qu'il faut rentrer. Et une fois qu'on est rentré dedans, on a coupé donc cette mémoire, on a coupé ces peurs, on a coupé ces doutes, on a coupé tout ça. Ce projet-là, il faut le mettre en mouvement. Le mettre en mouvement, c'est faire attention à tout ce qui vient face à toi. C'est ce qu'on appelle aussi mettre du cœur à l'ouvrage. Mettre du cœur à l'ouvrage, oui, ça c'est vrai. C'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'ouvres vraiment, tu ouvres ce cœur où tu te dis ce projet, je le porte vraiment dans le cœur. Il a du sens pour moi. Parce que, en plus, quand on a des projets comme ça qui ont du sens, ce sont des projets, en règle générale, où tu sens qu'ils sont connectés à tout le reste. C'est-à-dire que tout le monde, même ton voisin, peut s'y retrouver même dedans. Tu vois ? C'est-à-dire que tu es capable de voir que c'est un projet qui porte tout le monde. Donc, forcément, toutes les synchronicités qui vont arriver autour de toi, c'est cette capacité que tu as de te dire « Ah, tiens, certes, je suis dans un projet qui a peut-être l'air d'être un projet uniquement technologique, tu vois, informatique, mais je vois que j'ai un ami qui est à côté qui fait des maths, qui pourrait m'aider.
j'ai une personne qui, à côté, est plutôt dans le marketing, il pourrait m'aider. Tu vois, toutes ces synchronicités qui s'offrent à toi, qui viennent à toi, et même souvent, ce sont des personnes qui vont même t'offrir leur aide sans que tu n'aies demandé quoi que ce soit. Parce qu'ils sentent que ton projet a du sens pour eux. Et ça, c'est vraiment très important de trouver sens à tout ce qu'on fait. Et une fois qu'on a trouvé sens à tout ça, c'est de mettre les choses en place pour vraiment faire tout ce pas de foi et d'aller jusqu'au bout, justement. Et c'est ce que Pangui Stéphane nous disait ici. Il voulait parler de pouvoir de l'intention. Et de ce pouvoir de l'intention, si je peux me permettre, je vais lui donner la parole. Pangui Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce pouvoir de l'intention, justement? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, en fait, c'était pour compléter Pangui Jason. En fait, le pouvoir de l'intention. Quand tu es focalisé sur un objectif ou sur quelque chose que tu veux avoir et obtenir, étant donné qu'on est conscient que l'univers est mental, ce qui se passe, c'est que en fait, le mental va tout simplement, ou les sentiments suscités par rapport à ce que tu veux atteindre, vont tout simplement modifier en fait, les choses en ta faveur pour que tu puisses atteindre ton objectif sans vraiment faire d'effort en fait. Il suffit juste de suivre le chemin que ton mental aura créé pour atteindre cet objectif. Donc en fait, pour moi, c'est ça le pouvoir de l'intention en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, l'univers en fait se réaligne pour que tu puisses atteindre ton objectif, puisque l'univers est mental. Donc chacun a ce pouvoir-là de pouvoir créer sa réalité et atteindre ce qu'il veut atteindre sans écouter en fait les pensées limitantes. Parce qu'automatiquement en fait on grandit avec par rapport à notre éducation, etc. On grandit en fait avec des pensées qui nous limitent et qui nous empêchent. Enfin, c'est un voile que nous-mêmes on se met, mais si on fait confiance à notre motivation et à notre envie véritable d'atteindre ce qu'on veut atteindre, le mur dont parlait le Mpangui tout à l'heure va disparaître tout seul et le chemin va se tracer pour qu'on puisse atteindre ce qu'on veut atteindre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Attends, Pangui Stéphane. Pangui Jason, si tu veux lui répondre. C'est exactement ça, hein. Le pouvoir de l'intention. J'avais fait juste un petit post un peu sur l'espace en fait quand je parlais en fait du cœur. Le cœur se dit en Congo, en Lingala, motema. Le cœur se dit motema. Motema qui a été repris encore une fois par les Grecs et qui sera transformé en mathéma. Mathéma qui est à la base de mathématiques. Donc les mathématiques véritables viennent du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention, si c'est une intention qui vient du cœur, comme tu viens de le dire par Stéphane, elles ne sont pas limitées par les pensées que nous avons couramment. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus riche, quelque chose qui est capable d'englober tous les moyens nécessaires pour pouvoir arriver là où nous voulons arriver. Et en Congo, on dit kulonga. Kulonga, ça veut dire s'aligner. Mulonga, c'est la ligne. Quand on parle de la ligne, c'est pas n'importe quelle ligne, c'est la ligne dont parlent ceux qui sont dans l'ancienne école de mystère, quand ils parlent de la verticale, la perpendiculaire, la verticale du fil à plomb. Pourquoi? Parce que la verticale du fil à plomb rappelle l'axis mundis, l'axe du monde, ou en d'autres termes, la colonne vertébrale. La colonne, en fait, qui va relier la tête et le cœur, ou la colonne qui va relier le ciel et la terre. Et c'est justement, en fait, quand nous sommes alignés, donc quand nous faisons, en fait, le kulonga, c'est-à-dire quand nous sommes apprenants, les longoki,
que nous rentrons justement dans ce supramental, que nous avons la capacité de rentrer intérieurement, mais en réalité qui va se manifester extérieurement par la prise de l'objet, que nous allons attirer, que nous allons devenir magnétiques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Attendez. Et justement, de ce magnétisme-là, on rentre dans ce qu'on appelle le féminin. Et de ce féminin, justement, qui va se manifester. C'est pour ça qu'on parle autant du féminin sacré. C'est pas juste une vue de l'esprit, ni un pouvoir du féminisme. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment de comprendre ce que c'est ce féminin, qui est ce pouvoir magnétique, qui est là pour attirer à nous des choses. C'est-à-dire que, homme ou femme, nous avons à aller chercher justement en nous cette source mère qui est là à l'intérieur, cette connexion justement qui va se faire de ce féminin qui est là, qui est ce pouvoir justement d'attraction et d'attractivité sur les choses, parce que de ce magnétisme-là, dont tu parlais tout à l'heure quand tu parlais du nous, de Mu, on peut parler de la civilisation Mu, de ce pouvoir du féminin qui est ce pouvoir magnétique de cette lune, justement, aujourd'hui qu'on veut absolument attribuer au féminin en même temps, c'est de comprendre tout ça, de cet univers-là, de ce pouvoir, de ce magnétisme qui va se faire en nous, et parce que ici, nous sommes dans la thermodynamique qui a besoin de ce pouvoir électrique, électromagnétique pour pouvoir mettre les choses en mouvement. Si on n'est que électrique, on voit bien qu'on se dépense de trop, on dépense beaucoup trop d'énergie inutilement, un petit peu comme une roue libre. Quand tu t'énerves. Les énervements, oui, ça c'est purement c'est de l'énergie. Énergie, énervement. Ce n'est que de l'électricité. De l'émotion, de l'énergie en mouvement, emotion. Et après, tu as la manière dont tu vas porter de l'attention. Est-ce que c'est de manière conditionnelle ou de manière inconditionnelle? Ça va beaucoup jouer aussi sur ta perte d'énergie. Si c'est de manière inconditionnelle, là ça va. Si c'est conditionnel, là tu te vides. Parce qu'il y a un jugement. Et c'est là où moi... Là, le Tanguy que vous chantez ensemble, quoi. On chante ensemble. On a l'habitude. On a l'habitude des conférences à deux. C'est pour ça. Et donc, c'est de là où on va comprendre aussi le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde on parle d'un monde beaucoup d'énergie. On est vraiment dans ce masculin qui se manifeste, de cette énergie, de cette électricité, justement. Et comprendre pourquoi on est autant intéressé par toutes ces thérapies énergétiques qui sont là autour de nous, de comprendre comment elles fonctionnent, parce que une fois qu'on comprend comment fonctionnent les thérapies énergétiques, c'est là qu'il faut toujours dépasser les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stagner. Il faut, à un moment donné, ok, on a compris, on passe à la suite. Et la suite, c'est de comprendre que dans cet univers-là, il est là pour nous amener dans cette perte d'énergie. On va utiliser beaucoup les énergies autour de nous, parce que même ceux qui pratiquent ce genre de thérapie utilisent nos énergies à nous. Donc, c'est-à-dire que c'est un donnant-donnant très très fort qui va se passer énergétiquement, et de comprendre aussi qu'à un moment donné, il faut revenir au féminin, parce que le féminin, c'est le magnétisme. C'est ce qui attire, et non pas ce qui perd les informations. Évidemment, quand on parle des atomes, on sait qu'il y a ce proton et ces électrons qui tournent autour, et ce neutre qui est là aussi. Donc, comprendre comment fonctionne vraiment cette fois-ci, on va parler pas forcément de fusion, mais on peut parler de fission cette fois-ci, en utilisant les mathématiques, la physique. Jason peut me compléter là-dedans quand on parle de fission froide, mais c'est de comprendre comment justement ce magnétisme qui ne fait pas venir de frottement comme l'énergie, comme l'électricité, qui lui ne fait que attirer à soi les choses. C'est-à-dire que quand ce féminin attire des choses à elle, ce n'est pas pour qu'elle s'écrase sur elle, pas du tout. Parce que quand on prend un aimant, il vous attire à lui, il va vous coller, mais c'est pas pour que vous vous écrasiez contre lui. Parce que s'il tourne le mouvement, il peut aussi vous décoller et vous éjecter. Parce que quand on a deux magnets ensemble, quand on les met le plus et le plus,
Et ça s'annule, il n'y a rien qui se passe. Le moins et le moins, ils vont se repousser. Et une fois qu'on met le moins et le plus, là, ils sont ensemble. Donc c'est là où on doit comprendre pourquoi le féminin et le masculin sont si importants aussi dans notre existence. Et c'est là où, dans la vie de tous les jours, de comprendre comment fonctionne notre propre magnétisme, notre propre mentalisme, cette fois-ci, pour pouvoir être connecté à cet univers tout entier. Parce que la mémoire, elle est magnétique. La mémoire, oui, bien sûr. Des cassettes magnétiques. Des cassettes. Non, parce qu'après, encore une fois, pour moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, j'ai une autre vision de l'univers que la plupart des personnes qui vont se laisser encore leurrer longtemps par la NASA et par les jésuites et enfin l'astronomie moderne, qu'on appelle moderne. Donc, j'ai une autre vision de l'univers. Et pour moi, donc, il est clair que dans notre univers, qui est un miroir, donc c'est nous d'une certaine manière, donc c'est comme ça qu'elles devraient aussi, les personnes qui sont dans le Kimotu, ils devraient tous avoir cette pensée miroir, de dire ce qui est extérieur, c'est ce qui se joue à l'intérieur de nous, donc s'il n'y a rien qui n'existe, qui n'est pas en nous, et donc ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, dans la 3D, l'énergie dominante, c'est l'électromagnétisme. Tout se joue là-dessus, c'est comme tu dis, donc le magnétisme, le féminin, et l'électricité qui est le masculin, et c'est, moi je l'appelle aujourd'hui l'électricité le perturbateur. C'est le perturbateur, donc c'est le masculin, c'est comme ça parce que c'est celui qui perturbe, alors que mais il va véhiculer quand même de l'information, bien sûr, et voilà, et puis c'est là qu'on comprend que les deux, voilà. Donc chacun sa fonction. Alors, on continue. Est-ce que je peux me permettre de vous donner, fait 1h30 qu'on parle, je vais maintenant me permettre de vous donner la parole.